Bonjour à tous et bienvenue dans Actuel, le magazine de celles qui font l'actualité internationale, mais aussi de tous ceux qui font bouger un monde encore largement dominé par les hommes. Et au cours de ce numéro, qui est Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris, la capitale qui fait figure d'exception puisque la grande majorité des communes françaises restent dirigées par des hommes. En Égypte, les militantes anti-Al-Sisi se font réprimer autant que leurs frères de combat, peut-être même plus, nous verrons cela dans un reportage de notre correspondante au Caire. Et tout au long de cette édition, nous serons accompagnés par la dessinatrice de presse australienne Cathy Wilcox. Mais pour commencer, donc, faisons un bilan des municipales en France. Malgré la loi sur la parité, moins de 1300 femmes ont été élues maires sur 36 000 communes. Paris fait donc figure d'exception. Qui est sa nouvelle maire, Anne Hidalgo? Quel est son parcours? Réponse avec Axel May. Je suis la première femme maire de Paris. À 54 ans, voici Anne Hidalgo en pleine lumière. Pendant plus d'une décennie, elle fut la femme de l'ombre, s'effaçant derrière Bertrand Delanoë. Après tout, elle n'était que la première adjointe. Et puis, la discrétion est l'un de ses traits de caractère. Celle qui est parfois surnommée la Belle de Cadix est née en Andalousie. Elle s'appelle alors Anna et n'a pas encore 2 ans quand sa famille républicaine dans l'âme fuit le franquisme et s'installe dans un quartier populaire de Lyon. À 14 ans, elle obtient la nationalité française. « Je suis fière de la France qui m'a donné ma chance », martèle Anne Hidalgo. Devenue inspectrice du travail, elle monte à Paris. En 1994, Anne Hidalgo adhère au Parti socialiste. Devenue conseillère ministérielle, elle rencontre en 1999 Bertrand Delanoë. Élue 2 ans plus tard à la mairie de Paris, il la nomme première adjointe, poste qu'elle occupera pendant les 2 mandats de Bertrand Delanoë. Dès septembre 2012, prenant ses adversaires de court, elle annonce sa candidature à la succession de Bertrand Delanoë. « Cela fait plusieurs années que j'y pense, en me maquillant le matin », confie Anne Hidalgo. Une femme décrite comme opiniâtre, volontaire, travailleuse. Voilà, c'est une femme, quand vous la connaissez, quand vous travaillez avec elle, vous tombez sous le charme parce que c'est d'abord une femme intelligente, c'est une femme qui travaille énormément. Et puis elle a une capacité d'entraînement extraordinaire. Et puis en plus, voilà, c'est une femme qui est drôle, avec qui on ne s'ennuie pas. Ses adversaires la présentent davantage comme une personne rigide, autoritaire. Côté vie personnelle, elle a 3 enfants, dont 2 d'un premier mariage. Quant à ses ambitions politiques, elle n'en aurait pas d'autre que de finir sa carrière à Paris. Allez, attention, voilà, et désormais, donc, Paris fera partie des capitales dirigées par une femme comme Madrid, Varsovie ou encore Lima au Pérou. Il y a encore de la marge pour arriver à la parité. Cathy Wilcox, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ici en plateau. Vous êtes dessinatrice de presse en Australie et on va d'ailleurs découvrir un de vos dessins que vous avez fait pour nous pour cette émission. On y découvre donc une femme qui demande, et si on demandait à tous ces hommes comment ils se sentent après avoir été élus, ils répondraient, dit l'homme, qu'ils se sentent normaux. Ça veut dire que finalement, une femme qui accède à un poste de responsabilité en politique après avoir été élue, ça reste pas normal, y compris en Australie, alors que vous avez eu une femme Premier ministre. Oui, alors nous avons eu, on aurait parlé de notre expérience de femme Première ministre, et finalement, c'était la grande déception pour beaucoup de gens, parce que déjà, on y mettait vraiment trop d'espoir, trop d'attentes qu'elle soit... Beaucoup de gens se sont dit, c'est une femme, elle va peut-être gouverner complètement différemment. On pensait que ça pourrait être une chose différente, mais finalement, c'est la politique. Il faut être un certain genre de personne pour être politique. Il faut être ambitieux, il faut jouer le jeu. Et quand elle a commencé à faire des erreurs ou décevoir ou changer de principe sur des choses importantes, surtout du côté politique fidèle à ses valeurs. Ouais. Elle a été attaquée avec des attaques extrêmement sexistes, en fait. Elle a été attaquée plutôt de l'opposition, les attaques, mais vraiment de nature sexiste, souvent. Une femme, c'est comme si
le fait qu'elle soit femme soit aussi une injure de plus. Et le langage des insultes est devenu très dur. Problème aussi, c'est qu'une fois pendant longtemps, elle l'a subi, elle a rien dit et elle a agi comme une politicienne, comme un politicien. Mais une fois qu'elle a nommé cette misogynie, ou ce sexisme, une fois qu'elle l'a nommé, c'était le début de la fin. C'est comme si, une fois qu'elle a joué cette carte, c'était perdu. Oui, c'était perdu par elle. Alors en tout cas, effectivement, devenir une femme politique qui a des responsabilités reste un petit peu difficile, mais un peu partout dans le monde, les femmes s'impliquent toujours plus dans les élections. C'est le cas notamment en Indonésie. Lors des législatives du 9 avril, les partis doivent présenter des listes avec un quota de 30% de candidates. C'est une nouveauté pour le plus grand pays musulman de la planète. Et l'actualité des femmes dans le monde est aussi à retrouver dans Courrier International. Notre partenaire de la presse écrite propose cette semaine un portrait d'une survivante du génocide au Rwanda. Donatille Nibagwire a trouvé la force de monter une entreprise. Elle est devenue la première exportatrice de bananes bio du pays. L'agriculture durable est l'héritage qu'elle souhaite transmettre à la prochaine génération. Un article donc à retrouver dans Courrier International. Alors, Cathy Wilcox, on vous retrouve dans vos dessins de presse. Vous parlez de tout, de l'actualité en général, de la politique, mais aussi des femmes. Et d'ailleurs, vous êtes ici dans nos plateaux parce que vous allez à Montpellier pour participer à un festival de dessins de presse avec Cartooning for Peace qui est consacré aux femmes. Est-ce que la thématique des femmes, pour vous, est essentielle ? Je ne me suis jamais définie comme dessinatrice féministe. A priori, ça fait partie de mon identité, mais ce n'est pas la chose que je mets en premier. Je travaille d'abord pour un journal mainstream, un journal vraiment de généraliste. Et je crois profondément que dès qu'on traite tous les sujets d'une seule perspective, on perd de l'influence, on perd une crédibilité. On perd une crédibilité. Est-ce que ça a été difficile pour vous en tant que femme de vous imposer dans le milieu du dessin de presse qui, en tout cas pendant longtemps, a été quand même dominé par les hommes ? Dans un mot, non, pas vraiment. Dans un mot, déjà, il y avait une dessinatrice australienne de presse dont je connaissais le travail. Donc, ça existait comme une possibilité. Deuxièmement, j'ai toujours aimé les cartoons et je savais plus ou moins que c'était là où je voulais aller. Et puis, on m'a donné l'opportunité d'essayer. J'avais une semaine d'essayer contre d'autres. Et ça s'est bien passé. Et le fait d'être femme n'a pas changé, n'a pas été un plus. Ça n'avait rien à voir. C'était le travail qui parlait. Ça a toujours été le travail qui parle. C'était seulement plus tard dans ma carrière où j'ai eu des contretemps avec un homme qui faisait plus ou moins le même boulot que moi et qui essayait qui était plus agressif dans sa façon de maintenir sa position. Merci Cathy. Alors avant de poursuivre notre entretien, je vous propose en fait de partir en Égypte. Depuis juillet 2013, en effet, avec l'arrivée du général Al-Sisi au pouvoir, plus de 20 000 personnes ont été arrêtées et détenues. Une répression qui n'épargne pas les étudiantes, au point que certaines ONG se demandent s'il s'agit d'un ciblage volontaire contre les femmes. Regardez ce reportage de notre correspondante au Caire. Dans ce quartier défavorisé du Caire, bastion islamiste, nous allons à la rencontre de Guéad. La jeune fille de 18 ans étudie à l'université islamique d'El-Azhar. Elle porte encore les séquelles de près de 2 mois de détention. Après une manifestation sur son campus fin novembre, un citoyen la dénonce à la police dans le métro car elle porte ce badge, une main 4 doigts, symbole des partisans du président islamiste déchu. Ils ont attaché mes mains à mes pieds, ils m'ont frappé avec des ceintures, m'ont électrocuté, ils n'arrêtaient pas de m'insulter, de me donner des coups de pied, comme s'ils n'avaient pas vraiment affaire à une fille. Humiliée, battue, elle ressort de prison avec la jambe, le bras et la mâchoire cassée. Elle affirme que les autorités pénitentiaires l'ont forcée à signer un document stipulant qu'elle était tombée de son lit. Selon son frère, l'arrestation des femmes est une tactique délibérée des autorités. Elle a enduré beaucoup de choses de la part de ce régime fasciste. Maintenant, ils arrêtent les filles pour mettre la pression sur les hommes et les décourager de manifester. Les manifestations sont quasi quotidiennes dans les universités du pays depuis la chute du président islamiste cet été.
Parmi les protestataires, des pro-Morsi, mais également des activistes opposés au régime actuel. Hayat est aussi étudiante à l'université d'Al-Azhar. Elle fait partie du mouvement Tamarod, fer de lance de la contestation anti-Morsi. Elle a été arrêtée lorsque les policiers ont envahi le campus à la suite d'affrontements. Ils l'ont tout d'abord emmenée dans un camp militaire où les femmes sont parfois utilisées pour humilier les hommes. Ils ont forcé les garçons à enlever leurs vêtements devant nous et ils ont commencé à les frapper. Ils voulaient humilier les garçons et aussi les filles qui assistaient à ça. Elle a ensuite passé 50 jours en prison, une expérience traumatisante. Parmi les méthodes utilisées par les gardes féminines, les fouilles vaginales. Les fouilles dans la prison étaient la pire forme de harcèlement sexuel. Ce n'était pas un test de virginité, mais nous avons eu l'impression, après ce que nous avons subi, de ne plus être vierges. Selon les organisations féministes égyptiennes, les violations du droit des femmes ne cessent d'augmenter depuis la révolution de 2011, notamment en raison de l'impunité des forces de sécurité. Les policiers savent qu'ils n'ont rien à craindre, donc il y a une escalade de la violence et les violences sexuelles ne cessent d'augmenter. Nous pensons qu'il y a désormais une réduction de l'espace public pour les femmes à cause de tout ça. Le gouvernement a prévenu qu'il continuerait de prendre des mesures contre ceux qui perturberaient les cours. Malgré la répression, la plupart des femmes arrêtées et emprisonnées se disent plus déterminées que jamais à redescendre dans la rue. Alors, on vous retrouve, Cathy Wilcox, vous venez de dessiner, faire un dessin en réaction à ce reportage. On va le découvrir à l'instant. Une femme qui dit la voie libre aux femmes et en face un homme qui dit continuez, on va vous battre comme d'habitude. C'est assez pessimiste quand même comme idée. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce dessin? Parce que dans des pays où les femmes sont vraiment réprimées, quand elles n'ont pas des droits de toute façon, elles ont plus ou moins rien à perdre à faire des manifestations. Elles n'ont rien à perdre parce que d'un côté ou d'un autre, elles vont être battues, punies. Et quelle arme de punition de les abuser, de les battre parce que donc autant qu'elles s'engagent et qu'elles essayent de faire bouger les choses. Merci beaucoup Cathy Wilcox d'avoir été avec nous avant de partir donc à Montpellier pour participer au festival Cartooning for Peace autour des femmes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. À très vite sur la toile. Merci de nous avoir suivis.